Comment acheter un immeuble de rapport avant ses 30 ans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, vous aurez exactement toutes les étapes en main pour savoir comment acheter un immeuble de rapport, quel immeuble de rapport choisir et surtout comment savoir si tu es rentable. Beaucoup vont penser avant de regarder cette vidéo qu'acheter un immeuble de rapport c'est impossible, qu'il faut avoir des millions d'euros de capital car il va y avoir des immeubles à 50 appartements mais il va aussi y avoir des immeubles de rapport à 2 ou 3 appartements et c'est ces micro-immeubles que l'on va fixer dans un premier temps avant ses 30 ans. D'ailleurs, si tu aimes le concept de la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Alors déjà, on va revenir sur l'étape fondamentale, pourquoi investir quand on est jeune. C'est simple à comprendre, plus tu es jeune, plus c'est facile d'emprunter de l'argent à la banque car il va te rester beaucoup d'années à vivre pour rembourser la banque. Tu vas pouvoir bénéficier de l'effet de levier et pouvoir générer des revenus passifs. Parce que oui, dans l'immobilier, la chose clé, c'est l'effet boule de neige. Tu vas commencer avec un appartement, puis un deuxième, puis tu vas en vendre un pour acheter un micro-immeuble, puis après tu vas vendre ton autre appartement pour acheter un immeuble un peu plus gros, tu auras 2 immeubles, tu vas revendre le micro-immeuble pour en acheter un autre, etc., etc. Et au fur et à mesure des années, tu vas te constituer un patrimoine et c'est grâce à tes investissements, alors du moins c'est grâce à tes premiers investissements que tu vas pouvoir avoir un gros patrimoine immobilier. La première étape pour investir dans un immeuble de rapport, eh bien ça va être justement de s'y préparer financièrement, mais aussi mentalement. Il va falloir dans un premier temps se créer une épargne pour avoir soit un apport, soit avoir au moins une épargne de précaution, car sans cette épargne, tu ne pourras pas investir dans l'immobilier. Ensuite, il va falloir que tu optimises ton dossier bancaire. Car oui, quand on investit dans un immeuble de rapport, la chose clé, c'est le financement. C'est très facile d'aller visiter des immeubles, de faire des offres. Par contre, une fois que ces offres, elles sont acceptées, il va falloir aller chercher le financement et cette étape-là, eh bien, c'est la clé de tout investisseur en immobilier. Comment optimiser son dossier bancaire? Eh bien, ça va être d'avoir une certaine stabilité, d'avoir un emploi stable avec des revenus réguliers et surtout une bonne gestion de son épargne et de ses revenus. C'est-à-dire que si demain tu gagnes 2000 euros par mois, mais qu'à la fin du mois tu arrives à épargner que 50 euros, et qu'en comparaison tu as quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois, mais qu'il arrive à épargner 400 euros par mois, eh bien forcément la banque va peut-être préférer prêter de l'argent à quelqu'un qui gagne moins d'argent, mais qui arrive à mieux gérer son budget pour avoir de l'épargne. On trouve assez facilement des opportunités d'immeubles de rapport de 2 ou 3 lots à moins de 100 000 euros. On part sur un budget de 150 000 à 200 000 euros, tout compris, les frais de notaire, les travaux, les différentes taxes. Il va donc te falloir au minimum du minimum entre 8 à 12 000 euros d'apport pour investir dans des immeubles de rapport. Bien entendu, le financement à 110% existe, mais il va être très compliqué à aller chercher, encore plus si c'est votre première acquisition. La deuxième étape, maintenant vous savez gérer vos finances, vous arrivez à épargner, vous avez peut-être 5 ou 10 000 euros de côté pour réaliser un premier investissement. La deuxième étape, ça va être de comprendre son marché. Comprendre son marché, dans l'immobilier, on parle souvent de l'emplacement. L'emplacement. Alors oui, l'emplacement, c'est la clé parce que la base du business immobilier, c'est d'avoir des locataires. Tu achètes la meilleure affaire du monde, mais dans un endroit qui ne va pas se louer, eh bien, tu vas devoir revendre parce que pas de locataires, pas de revenus, eh bien, ton cash flow va être mangé par la vacance locative. Et donc pour connaître son marché, rien de plus simple que d'aller faire des visites, aller sur Se Loger, Le Bon Coin pour trouver des pépites et d'aller directement visiter, parler aux agents immobiliers parce que oui, il faut le savoir, avant que vous allez trouver la bonne opportunité, il va peut-être s'écouler entre 2 et 5 mois car ça prend du temps. L'immobilier, c'est un marathon. Il va falloir être endurant sur le long terme. C'est pas comme la bourse ou les crypto-monnaies où tu vas pouvoir acheter demain et revendre dans 3 mois. Non, là l'immobilier, entre le moment où tu vas commencer à chercher un bien et le moment où tu vas le mettre en location, il va peut-être s'écouler entre 9 et 10 mois. Quand tu vas comprendre ton marché, c'est-à-dire que tu vas avoir fait des visites, que tu vas avoir ton réseau, c'est-à-dire les agents immobiliers, les notaires, les artisans, tu vas pouvoir accéder peut-être à des biens off-market. Le off-market, c'est très bien, tu vas avoir des opportunités en avance par rapport à tout le monde, mais c'est pas tout, il va falloir aller sur Le Bon Coin et Se Loger pour trouver des affaires qui sont là peut-être depuis un moment, créer de la valeur ajoutée ou alors même éplucher les annonces tous les jours. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Je passe 10 à 15 minutes sur Castorus, sur Moteur Immo, sur Le Bon Coin pour trouver les annonces phares de la journée et peut-être que je déclencherai une visite le lendemain ou le surlendemain. Il va falloir vraiment être régulier sur cette étape parce que dans l'immobilier, la clé se fait à l'achat. Parce que des mauvaises affaires, il y en a
partout. Des bonnes affaires, elles sont très rares. Il faut savoir qu'il y a 1% des investisseurs immobiliers qui sont rentables. Vous l'aurez compris, les bonnes affaires partent assez rapidement. Et concrètement, comment on trouve son marché, comment on l'identifie? Eh bien, c'est assez simple. On peut aller sur l'INSEE pour aller voir les courbes du chômage, de l'évolution de la population, comprendre un petit peu le parc locatif, savoir s'il y a 80% de locataires, 20% de propriétaires. Et surtout, la chose la plus importante, ça va être de comparer les prix au mètre carré actuels avec les annonces que vous allez identifier. Par exemple, si vous êtes dans une ville à 2000 € du mètre carré, bien, dès que vous allez voir une annonce peut-être à 1000 ou 1200 € du mètre carré, il va falloir aller visiter parce qu'il y a peut-être une belle opportunité. Pour savoir si une ville est rentable ou non, il faut comparer le prix au mètre carré par rapport au loyer pratiqué au mètre carré. Si vous avez une rentabilité aux alentours des 7 à 8%, ça veut dire que c'est une ville intéressante. Maintenant, il faut savoir que plus le rendement va augmenter, ça veut dire que plus l'emplacement va être risqué. Si vous allez dans la campagne et que vous avez un bien à 1000 € du mètre carré et que les loyers pratiqués sont à 12 € du mètre carré, bien évidemment, vous allez avoir une superbe rentabilité, super rendement. Le problème, c'est que ça va peut-être être compliqué d'avoir des locataires. Et donc, la clé, c'est de savoir s'il y a des locataires qui recherchent des biens dans un secteur. Le plus facile, ça va être de créer une annonce fictive sur Le Bon Coin, par exemple, et compter le nombre d'appels, le nombre de messages reçus pour le bien immobilier. Il n'y a pas de secret, pour connaître le marché, eh bien ça va être de tester la demande. Vous avez des sites comme Locservice pour savoir si un bien va être en tension locative ou non, mais le plus simple, c'est de vérifier par le terrain. L'immobilier, c'est que du terrain. Il va falloir visiter, prendre contact avec des artisans, tester la demande locative, c'est vraiment que du terrain. Il va falloir vraiment sortir de sa zone de confort pour investir dans l'immobilier locatif. Bon, maintenant, vous avez votre budget, vous connaissez votre marché, vous savez dans quelle ville vous allez investir, parce que oui, il faut investir dans des villes qui sont assez proches de chez soi, c'est-à-dire moins de 2 heures de route pour pouvoir intervenir rapidement, parce que si le matin, vous identifiez une offre très intéressante, il va falloir aller visiter le soir en fin de journée parce que au bout de peut-être d'une semaine, si vous attendez le week-end, le bien va être parti, va être déjà vendu. Donc, il va falloir en étape 3 trouver ce bien immobilier. Donc là, on parle bien entendu d'immeubles de rapport qui sont donc de minimum 2 lots. Comment vous allez sélectionner le bien? Eh bien, c'est tout simplement un bien qui va avoir du cash flow. Du cash flow, c'est tout simplement la trésorerie qui va vous rester à la fin du mois quand vous allez retirer toutes les charges, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, l'emprunt, le coût de la taxe foncière, des charges. La quatrième étape, qui est selon moi la plus importante, ça va être de financer votre projet. Le financement, c'est la clé parce que vous allez peut-être trouver plein de belles opportunités, mais si vous n'arrivez pas à concrétiser avec un financement, ça va être dommage. Alors, il y a plusieurs étapes. La chose la plus facile dans un premier temps, c'est d'aller voir sa banque de référence, la banque avec qui vous avez l'habitude de traiter, votre banque du quotidien. Vous allez les voir, vous allez présenter votre projet. La présentation du projet, ça va être la base des bases. Si vous avez un projet qui est bien ficelé, vous arrivez à l'expliquer, vous comprenez vos chiffres, vous êtes quelqu'un d'assez serein, vous arrivez à être confiant, vous avez confiance en vous, ça va se faire ressentir auprès de votre interlocuteur et il sera peut-être plus à même de vous prêter de l'argent. Parce que le banquier, si lui, il habite dans une ville A et que vous allez investir dans cette ville A, il va tout de suite identifier le potentiel. Il va se dire, oui, là je comprends, j'ai acheté par exemple ma maison à 2000 € du mètre carré. Ce monsieur, il l'achète à 1000 € du mètre carré, un immeuble de rapport. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et donc, ils vont creuser. De toute façon, le scoring bancaire, c'est la base. C'est ce qui va vous permettre d'être en catégorie A, B, C ou D. Si vous êtes en A, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un crédit. Si vous êtes en D, il va falloir aller peut-être chercher des financements et surtout garder espoir. C'est pas parce qu'une banque ou 2 banques vont vous dire non qu'il faut jeter le projet à la poubelle. Avant d'avoir au moins 5 ou 10 refus, continuez d'aller prospecter les banques. Continuez. Parce que eux, les banques, ils ont un intérêt à avoir de nouveaux clients. Donc, vous en faites pas. Continuez de rechercher et vous verrez, ça va finir par payer si vous avez un super projet. Si maintenant vous avez estimé avoir peut-être 5 ou 10 refus, vous avez un projet béton, vous êtes sûr, vous croyez en vous, eh bien, il va falloir peut-être s'associer avec des personnes qui, eux, ont un peu plus de liquidité, un peu plus de facilité pour avoir des crédits. Ça peut être votre famille, ça peut être un ami proche. Il va falloir peut-être trouver des associations. Ça, c'est vraiment clé pour aller plus vite parce qu'on dit souvent en immobilier que seul tu peux avancer, mais à plusieurs, tu vas beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des SCI, des sociétés civiles immobilières, pour s'entourer de au moins 2 personnes afin d'investir dans l'immobilier avec des plus gros montants. Et donc, qu'est-ce que va regarder la banque quand elle va vous financer votre projet? C'est assez simple. Elle va regarder
le prix au mètre carré auquel vous allez acheter par rapport au prix de la ville, le loyer au mètre carré, les travaux, le montant de vos travaux, de la localisation bien entendu. Et s'il y a du cash flow sur votre bien immobilier, je peux vous assurer que les banquiers vont apprécier. Mais il va falloir défendre ces arguments parce que selon les conseillers, ils vont peut-être vous challenger un peu plus sur la faisabilité du projet, etc. Donc il faut avoir préparé son dossier, mais aussi préparer des potentielles questions-réponses. Étape 5. Vous avez votre financement et maintenant vous hésitez entre quelle fiscalité choisir, faire du meublé, faire du nu. Eh bien, tout dépend de votre stratégie. Si vous faites du Airbnb, forcément, ça va vous demander plus d'efforts. Tous les jours, il va falloir peut-être aller donner des clés, aller faire le ménage, changer les draps. Et donc, ça va vous demander de l'effort. Mais ça peut en valoir la peine. Donc, ça dépend de vous. Je ne peux pas vous aider là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire de la location nue, c'est top parce que vous allez avoir des locataires qui vont rester plus longtemps. Vous avez d'autres avantages. Faire du meublé, c'est génial pour faire de la colocation, pour des studios, pour des T1, voire des T2. Mais dès que vous allez avoir des appartements de plus de 80 mètres carrés, eh bien, la cible, c'est soit une colocation, soit de faire du nu pour une famille qui a déjà des meubles. Donc attention à votre stratégie et attention à quel type de bien vous allez mettre en location. Faire un studio en nu, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, faire un appartement de 3 chambres de 80 mètres carrés, faire du nu, ça prend tout son sens. Vous avez optimisé la rentabilité, vous savez exactement quelle stratégie vous allez mettre en place et donc vous allez pouvoir parler aux artisans de votre projet pour qu'ils puissent intervenir. Ça, c'est la 6e étape qui est selon moi une des étapes clés afin de minimiser le budget et avoir un maximum de rendement. La technique pour faire baisser les prix des artisans, c'est de faire 3 devis. Pourquoi 3 devis? Vous allez en faire un, vous n'allez pas savoir si le prix est trop cher, pas cher ou au prix. Vous en faites un deuxième. Si ce deuxième devis est beaucoup plus cher que l'autre, vous allez vous dire, il y a quelque chose de louche. Et s'il est beaucoup plus bas, vous allez dire, oh, c'est bizarre. Alors que si vous en faites 3, eh bien vous allez avoir le prix bas, le prix haut et peut-être le prix moyen. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous d'estimer le meilleur devis, entre guillemets, grâce à ces 3 devis. Et en plus, pour négocier, c'est peut-être un peu plus simple. Il va falloir vraiment être le maître d'œuvre quand vous allez confier les travaux à des artisans. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un devis bien détaillé, de faire votre cahier des charges. Ok, dans cette chambre, je veux 4 prises, je veux ci, je veux ça. Plus ce sera détaillé, au moins vous allez avoir de TS, donc des travaux supplémentaires qui vous seront facturés. Et alors là, ça va vous faire très mal si vous avez mal anticipé le coût des travaux. Il va falloir faire un cahier des charges avec le plus de détails possible. Il va falloir avoir un phasage des travaux pour savoir quand est-ce que ça va se terminer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une réunion de chantier, par exemple, tous les lundis matins ou tous les vendredis après-midi, afin de savoir ce que l'artisan va faire cette semaine et d'identifier les problèmes ou d'améliorer certaines choses s'il y en a besoin. Et une fois que vous allez avoir fini vos travaux, ça va être l'étape entre guillemets la plus facile, ça va être de mettre en location et de gérer et de faire de la gestion locative. J'ai envie de dire que les 4 à 5 premiers mois d'une acquisition, ce sont les plus compliqués pour l'investisseur, mais ceux d'après, ça va être beaucoup plus facile, ça va être de la gestion. Peut-être vous allez y passer que 30 ou 40 minutes par mois. Et encore, c'est peut-être beaucoup, mais je pense que ça fera beaucoup moins. Bon, bien entendu, pour conclure, il y a quelques erreurs à éviter quand même. Se méfier des biens trop bon marché. Il peut y avoir des vices cachés, il peut y avoir des choses que vous n'avez pas identifiées. Par exemple, je sais pas, il y a une boîte de nuit en face et vous l'avez pas vue. Enfin voilà, il faut faire attention au prix vraiment bien plus bas que le marché et savoir pourquoi le vendeur vend. Pourquoi ce bien est en vente? Est-ce que c'est parce que c'est un décès, que c'est une succession? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut déménager? Est-ce que c'est un investisseur qui veut arbitrer son patrimoine? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la plupart des immeubles de rapport que vous allez acheter, ce sont des investisseurs qui les possèdent. Et donc forcément, un investisseur qui vend, c'est parce qu'il y a une raison. Soit pour arbitrer, soit parce qu'il y a peut-être son déficit foncier qui est terminé, ou alors tout simplement parce qu'il veut un maximum de liquidité et profiter de sa retraite tranquillement. Une autre erreur à ne pas faire, ça va être de sous-estimer la gestion locative. Il va falloir sélectionner les bons locataires. Et pour avoir des bons locataires, il faut avoir des biens de qualité. Si vous faites une rénovation, mais on va dire avec des matériaux bas de gamme, avec le strict minimum de rénovation, par exemple un bien qui est en DPE-E
avec une mauvaise isolation, mais que vous changez juste la VMC pour gagner une lettre et gagner peut-être 5 ou 6 ans de location, ça va peut-être pas être la bonne stratégie parce que un bien de mauvaise qualité attire forcément des locataires entre guillemets de mauvaise qualité. Vous avez maintenant les différentes étapes pour investir dans des immeubles de rapport. Si tu veux aller plus loin, va dans la description, il y a un lien pour réserver un appel avec moi. Je vais pouvoir te donner plus d'astuces, plus de conseils lors de cet appel et surtout peut-être de t'accompagner et de t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Alexandre. Salut!